Amis de l'électronique et des circuits logiques, bonsoir. Il y a de ça quelques temps, j'avais commencé une série sur ma chaîne que j'avais appelée Composants de légende, où je vous montrais justement des composants qui ont marqué des générations d'électroniciens, en particulier un petit peu ceux de ma génération, on va dire, qui ont commencé un peu l'électronique dans les années 80. Et ça fait très très longtemps que j'avais pas fait d'épisode dans cette série. Il y en a certains qui s'en sont plaints, enfin qui périodiquement me disaient quand est-ce le prochain épisode. Et ben voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Et ce soir, je vais vous parler et vous présenter les grandes familles de circuits logiques avec un petit peu leur histoire et les principaux circuits de légende justement qui les composent. Alors regardez. Les circuits logiques ont vraiment été une révolution, hein, et je crois que tout notre monde actuel qui est complètement maintenant, je veux dire, dépendant de l'informatique, hein, et de la micro-informatique et des smartphones et des PC d'internet et tout ça n'est possible que par tous ces circuits logiques. Et je pense que c'est assez intéressant de regarder un petit peu, c'est pas venu tout seul, c'est venu assez rapidement, mais quand même par étapes. Si on n'avait pas les circuits logiques, hein, je vous ai mis ici une photo. Comme vous pouvez voir, ça par exemple, c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire une petite horloge digitale, hein, vraiment fonction de base, hein, heure, minute, seconde, mais qui avait des composants discrets, c'est-à-dire des résistances, des condensateurs, des transistors. Et on voit que pour faire ça, voilà la place que ça prend, hein. C'est phénoménal. Ça serait impensable de toute façon de faire avec des transistors comme ça un microprocesseur. Même si dans théorie on pourrait le faire, il fonctionnerait, mais il fonctionnerait beaucoup plus lentement et il consommerait un courant phénoménal. Enfin, je veux dire, il serait vraiment pas exploitable. Alors au début, qu'est-ce qu'il y avait? Au début, justement, les circuits logiques, on les a fait avec des transistors, des diodes, des choses comme ça. Et dans les années 60, grâce quelque part à la conquête spatiale, hein, qui a été un formidable accélérateur, des fabricants ont commencé à intégrer sur la même puce différents composants. Et voilà, dans les tout premiers circuits, hein, il y avait ce qu'on appelait RTL. RTL, ça veut dire résistor, transistor, logique. En gros, c'est de la logique, comme on le voit ici, qui est faite qu'avec des transistors et des résistances. Alors, sachant que c'est pas quand même très pratique, parce que c'est pas très facile de faire des résistances avec des circuits intégrés. Enfin bon, voilà, ça a été le début. Mais bon, c'était quand même assez confidentiel. Alors là où ça a vraiment commencé un petit peu à prendre, je vais dire, de l'ampleur, hein, c'est avec la DTL. Hein, il y a eu la sortie S100 là, de Cinétique, hein, en 62, hein, l'année de ma naissance. Hein. Et en 64, surtout de la série 930, et qui elle a eu quand même beaucoup de succès, qui était déjà un peu moins cher, qui était principalement au début dans des boîtiers militaires en céramique. Là, moi personnellement, j'en ai utilisé. Hein, je me rappelle avoir fait des montages logiques quand j'ai commencé à faire de l'électronique avec des circuits de la série 930. Avec, il y avait des portes, des compteurs, des décades, enfin il y avait déjà pas mal de choses. Et donc vraiment ça a été le début, et on voit ici par exemple un petit peu comment c'était. C'est vrai qu'on peut relativement facilement faire des fonctions de base, comme des fonctions logiques ici, avec des diodes et des transistors. Ensuite, à cette époque-là, il est aussi apparu quelque chose, avec les transistors. Le problème, c'est que quand on fait de la logique, on va dire binaire, et enfin les transistors sont saturés, bon, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais on va dire pour des histoires de migration de porteurs, en gros, un transistor qui est désaturé, pour le saturer et surtout pour le désaturer, il faut du temps, et ça limitait la vitesse. Une idée pour aller dépasser cette limite, en fait, hein, c'était de faire de la logique non saturée. Hein, et c'est là qu'est apparue la famille ECL, hein, qui veut dire émetteur coupled logique. C'est-à-dire, on le voit ici sur le schéma, hein, c'est couplé voilà, par les émetteurs. Et c'est des logiques où les transistors ne sont pas saturés. Ils évoluent entre des niveaux. Mais comme ils n'ont pas ce problème de saturation, ils peuvent aller quand même beaucoup plus vite. Et on voit en 68, là par exemple, on attendait une nanoseconde et 300 MHz, ce qui est pour l'époque était vraiment phénoménal. Et ça, c'est quand même des familles qui ont perduré assez longtemps. Hein. Il y a eu la fameuse série Dika, MECL, enfin vous voyez, en 81 déjà, voilà, on continue à faire ces circuits-là. Le fameux Cray One, là, le premier ordinateur Cray, il était fait avec en partie des circuits de ce style-là. C'était quand même pas mal utilisé. D'ailleurs, dans les tiroirs Tektronix que j'utilise, souvent, on voit que pour les parties rapides,
eh ben, il y a des circuits ECL que derrière, en interface, c'est pas très facile, justement, avec du TTL ou des, enfin, il y a différentes techniques. Alors maintenant, c'est assez emmerdant, hein. C'est très tôt, enfin, c'est très chatouilleux sur les alimentations. Souvent, il faut plusieurs alimentations négatives et tout. Enfin bon, pas rentrer dans le détail. C'est pas très facile à utiliser, mais je veux dire, ça avait l'avantage quand même d'aller très vite. Après, vraiment, où ça a explosé, vraiment, on peut dire, c'est l'arrivée de la TTL, hein, la transistor logique. Donc c'est, bon, il y a Sylvania qui a ouvert, qui a démarré ça, mais c'était pas été très connu. Mais ce qui a vraiment explosé, on va dire le marché où on a vu débarquer ces circuits partout, et ben c'est Texas Instruments, hein, qui a fait toute la série, qui s'appelle 7400. Hein. Alors pourquoi? Parce que bah, le premier de la série, voilà 7400, je vous l'ai mis ici. Photo là, avec là, on voit son brochage, hein, c'est 4 portes NAND, la TTL, hein, alimentée en 5 volts, qui consommait relativement pas mal de courant, mais avec déjà toute une famille logique qui permettait de faire bah, quand même, enfin, toutes les opérations de base, et c'était vraiment une révolution, hein, je veux dire, pour l'époque. Hein. Là, on voit un circuit. Hein. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez regarder hein, ce qu'on appelle le fameux dead code. Hein. Là, par exemple, sur la photo, 7645, c'est un circuit qui a été fabriqué à la 45e semaine de 1976. Donc voilà, alors après, cette famille, elle s'est améliorée. Il y a eu la 74L00, donc qui sacrifier un peu la vitesse pour avoir une consommation plus faible. La S qui, elle, faisait l'inverse. Hein, elle, pour aller vite, hein, S, c'est pour speed. Et il y a quand même la série, on va dire, qui quand même a été la série reine des TTL, la série LS, hein, Low Power Schottky. C'est quand même la série qui a été le plus, sans doute, je pense, utilisée. On va retrouver des circuits qui étaient très célèbres. Bon, il y avait toutes les portes logiques de base, hein, NAND, NOR, AND, XOR, j'en passe, c'est des meilleurs. Certaines étaient disponibles en collecteur ouvert. Hein, le collecteur ouvert, ça permettait soit de faire ce qu'on appelle la fonction OU câblée, mais aussi éventuellement de piloter des charges plus élevées. Il y avait la fameuse série là, des buffers, 7407, 406, 16, 17 et tout ça. Hein. Enfin, je pense que ça rappellera des souvenirs à certains. Il y avait bah, tout ce qui était bascule, hein, en particulier 74, hein, les bascules D et JK. Vraiment, je veux dire, tous ceux qui ont fait de la TTL ont utilisé ça, les fameux monostables. Après, il a vraiment lancé tous les afficheurs numériques, hein, le 7490, hein, qui était un compteur décimal, derrière suivi d'un latch et du décodeur 7 segments. Et ben avec ça, on faisait ce qu'on appelle une décade avec son affichage. Après, on les mettait en série et avec ça, on faisait des compteurs. Et à partir d'un compteur, on fait un fréquence mètre, mais ça permet aussi de faire des voltmètres, ça permet de faire enfin, des tas de choses. Hein. Vraiment, ça a été vraiment l'âge d'or. Hein. Je me rappelle, on rachetait à Radio MJ là, des kits fait entièrement en TTL et qui faisaient des horloges. Hein. Les premières horloges numériques étaient faites comme ça. Après, il y avait le 7493 qui est très connu. Après, des compteurs préprogrammables, hein, ça a ouvert aussi la possibilité de faire des synthétiseurs de fréquences à PLL. Enfin, vraiment, c'est très impressionnant. Ensuite, ce qu'il y a eu, il y avait aussi tout ce qui était vraiment la logique pure, hein, dont le fameux ALU 74-180, qui est ALU, hein, c'est-à-dire que c'est une unité arithmétique et logique. Ça veut dire que c'est avec ça on peut fabriquer un microprocesseur, hein, 4 bits, mais après on peut les chaîner pour faire la taille qu'on veut, 4, 8, 16, on pourrait faire un 1000 bits si on voulait. Et avec ça, on pouvait faire des calculateurs, des choses comme ça. D'ailleurs, je me rappelle à l'école avoir fait vraiment un système complet avec en 4 bits justement, 74, 181. Ça permettait vraiment de faire des calculateurs, mais avec une intégration quand même, on va dire médium. Ensuite, avec l'arrivée des microprocesseurs, les microprocesseurs c'était bien beau, mais tout seul ça marchait pas. Il fallait avoir des buffers, avoir des décodages pour les adresses et des choses comme ça. Et là encore, la TTL LS ça a été super utilisé. Et surtout, on a commencé aussi à voir apparaître ce qu'on appelle la logique tri-state, c'est-à-dire à 3 états, ce qui permet à un circuit de se connecter ou non en sortie sur un bus. Et ça, c'était vraiment indispensable, hein, justement, vu que les microprocesseurs, utilisaient ces systèmes de bus. Et c'est là que la famille s'est vraiment enrichie de logique tri-state. Et là, bien sûr, pareil, les incontournables, les 244, 245, qui étaient des buffers, justement, hein, qui ont commencé à mettre beaucoup de mémoire, beaucoup de circuits sur un bus. Il fallait
à un moment donné un petit peu amplifié ça parce que les circuits ils tenaient plus la charge, quoi. Les 377, 374, les démultiplexeurs pour faire les décodages d'adresses. Enfin voilà, hein, tout ça, ça a vraiment été, enfin je veux dire, dans les années 80, le pain quotidien des électroniciens. Après, alors ce qui est marrant d'ailleurs, ils ont ressorti des circuits simplement avec des brochages différents. Par exemple, le 244, il existe en 544, parce que, alors c'est vrai que des fois, on se pose des questions de se dire, tiens, pourquoi les mecs qui ont conçu ces circuits-là, ils ont fait une telle disposition des broches. Des fois, ça avait du sens, des fois, pas tellement. Il y en a même qui sont pas vraiment standards au niveau des alimes. Enfin, bon, ça, c'est pour ça que des fois, ils ont sorti des circuits dont la seule différence était le brochage. Après, quasiment en même temps aussi, est sortie une autre famille qui, elle, était basée carrément sur sur des circuits CMOS, hein, donc fait avec des MOSFET internes, qui avait l'avantage d'avoir une plage d'alimentation beaucoup plus grande, hein, de 3 à 15 volts, une meilleure immunité au bruit, une meilleure fan-in, fan-out, c'est-à-dire que vous pouvez connecter ensemble plus de portes. Par contre, le problème, c'est que bah, c'était beaucoup plus lent, hein, que la TTL. Hein. En gros, selon la tension d'alimentation, les circuits CMOS, on les fait marcher 3-4 mégas. Enfin, après, ça dépend lesquels. Alors que la TTL, pour certaines, marchait déjà à 40-50 MHz. C'était vraiment... Ils jouaient pas dans la même cour, question vitesse. Bon, mais après, c'est pareil, ça s'est amélioré. Il y a eu un petit peu... je veux dire, une sorte de fusion entre les familles, avec toutes les familles 74 HC et HCT, qui reprenait en fait tous les circuits de la famille 74, mais en CMOS. Puis après, il y a eu des choses plus rapides, les circuits AC et ainsi de suite. Dans la série 4000, hein, c'est pareil, ça, tous les électroniciens, on va dire, un peu de ma génération, se retrouveront dans ces circuits-là. Alors par contre, contrairement à la série 7400, où le 7400 était très utilisé, le 4000, c'est un circuit qui mélangeait de deux portes nord à trois entrées puis un inverseur. C'est pas celui qui était très utilisé. Ce qui a surtout été utilisé à l'époque dans tous les petits montages, les électeurs, les machins, c'était le 4001 et le 4011 qui étaient donc Nord et Nord et qui en même temps avait pas le même brochage par contre que le circuit TTL. Alors là c'est pareil, pourquoi ça je sais pas. Bon puis après bah voilà on retrouvait pareil les inverseurs, les triggers de Schmitt hein, qui permettaient de faire de la mise en forme des signaux, des oscillateurs, plein de choses. Et ensuite, bah, c'est pareil. Il y a le 4007 hein, qui était intéressant parce qu'il était dans la famille, mais quelque part, c'était plutôt un réseau de transistors, hein, de transistors MOSFET appairés. J'en ai beaucoup utilisé de ces circuits-là. Après, les MOS, ils permettent aussi de faire des commutations analogiques. Et là, bah, on voit les 4016, le 4066 qui a présenté Tonin sur sa chaîne il n'y a pas longtemps, toute la série là des multiplexeurs 4051, 53. On a retrouvé ça, pareil, on a retrouvé des centaines dans les caméscopes, les magnétoscopes, hein, tout ce qui était la commutation là, des signaux vidéo. Pareil, on retrouve les fameuses bascules, hein, les D, les JK, c'est la base de la logique, les monostables, tous ces compteurs multiples, hein, avec beaucoup d'étages qui ont permis de faire bah, des diviseurs. Hein. C'est avec ça qu'avec un quartz, eh ben, on arrivait à avoir des fréquences de 1 Hz pour faire des horloges justement très stables. Tous les compteurs, le Super 4029, hein, c'est un circuit universel ce truc-là, il est préprogrammable, il est binaire, il est décimal, on fait tout avec ça. Les fameux Johnson, là, 4017, pareil, qui a permis de faire des générations de chenillards. La PLL 4046, bah, c'est pareil, c'est un circuit de légende de lui tout seul, celui-là. Enfin, encore maintenant, quoi. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà fait, je ferai sans doute d'autres vidéos là-dessus. Après, pareil, hein, il y avait toute la famille pour pouvoir faire les affichages, et le 4511, c'était aussi un décodeur 7 segments, un petit peu le pendant du 7447 TTL. Et bah, pareil, hein, avec toutes ces séries de circuits, bah, on pouvait aussi bien sûr faire des compteurs. Alors, bien sûr, ils montaient moins haut que la TTL. Et puis pareil, des registres à décalage, des multiplexeurs, enfin bah, encore toutes ces fonctions de base qui ont permis et permettent encore, hein, dans certains cas, bah, de faire bah, toutes les fonctions logiques, mais sans programmation. Donc voilà pour la présentation de ces familles de circuits logiques. Qu'est-ce que tu me dis, Maurice?
Oui, les microprocesseurs, mais je ferai une autre vidéo pour les microprocesseurs. C'est de la logique aussi, mais sinon on va y passer la nuit. J'espère que cette vidéo, qui sera un petit peu de celle que je fais d'habitude, vous aura plu. En attendant la prochaine, bah, prenez bien soin de vous et que le grand Cray veille sur vos circuits logiques et vous fasse de beaux rêves magnético-magnétiques.